de presse de ACI du 15 novembre 2019 sur la paix en Côte d'Ivoire. Chers membres de ACI, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, depuis le 15 novembre 2017, nous avons lancé l'opération Zéro Violence en 2020. Et fait de la réconciliation notre cheval de bataille face aux graves menaces qui planaient déjà sur la paix sociale. Aujourd'hui, c'est le 15 novembre, journée nationale de la paix, et il importe pour nous, après 2 ans d'activité, de faire le bilan de cette initiative et d'envisager de nouvelles perspectives. La réconciliation était déjà en panne sèche, car d'une part, l'opposition ne voulait pas en entendre parler parce que meurtrie par les persécutions de tout genre, et d'autre part, le pouvoir ivoirien avait fait du vocable réconciliation un slogan. Or, une réconciliation ne se décrète pas, mais se traduit par des gestes et des actes forts. Cette conférence de presse est une conférence bilan sur la réconciliation, car nous sommes maintenant à 11 mois des élections, sans qu'un minimum n'ait été acquis pour des élections apaisées. Les dernières élections locales ont été très édifiantes pour avoir une idée de ce que pourrait être 2020. Elle s'articulera donc autour de 4 points majeurs que sont nos activités pour la réconciliation et le bilan actuel, notre analyse du contexte, nos propositions pour la réconciliation et notre programme à court terme. Nos activités pour la réconciliation. La réconciliation étant l'épine dorsale de la lutte que nous menons depuis 2017, le FORCI a mené 10 activités principales suivantes. Des conférences de presse chaque fois que besoin était, des déclarations sur l'actualité, une campagne de sensibilisation du 25 novembre 2017 à Trècheville au 31 mars 2018 à Boaké, une formation des populations aux valeurs démocratiques et citoyennes sur la même période que la campagne de sensibilisation, une pétition pour une amnistie générale lancée le 25 janvier 2018, un courrier au chef de l'État pour demander une amnistie générale, un avant-projet de loi sur la réconciliation transmis à l'Assemblée nationale le 20 août 2018, une proposition pour la réforme de la CEI en février 2019, des démarches diplomatiques et enfin la création de plusieurs plateformes. Action pour la restauration de la dignité humaine, ARDH le 13 septembre 2018 pour accentuer la lutte sociale. Alternative citoyenne ivoirienne le 5 mars 2019 pour tous les problèmes d'intérêt général dont les élections apaisées en 2020. Initiative de la société civile pour la réconciliation nationale ICIR pour une dernière tentative de contribuer à un minimum en matière de réconciliation avant les élections. Force est malheureusement de constater un manque de volonté politique criard. En effet, depuis que nous avons commencé à travailler sur la réconciliation, jamais aucune institution de la République ne nous a reçus, ne serait-ce que pour nous écouter. Et pendant qu'à travers ici, nous avions engagé des consultations auprès de tous les acteurs politiques et sociaux, en espérant, après ces consultations, proposer une stratégie consensuelle que nous aurions soumise en atelier à tous les acteurs, nous apprenons avec consternation et stupeur que le chef de l'État aurait demandé à la CPI de maintenir le président Laurent Gbagbo loin du pays. Parallèlement, le ministre Charles Blé Goudé est poursuivi en Côte d'Ivoire. Tous ces actes sont non seulement de nature à accentuer les tensions politiques, mais ils sont évidemment des preuves que le pouvoir d'Abidjan ne veut pas en réalité de la réconciliation. Nous sommes heureusement des contemporains de la crise ivoirienne et nous savons tous la liste de tous ceux qui mériteraient d'être poursuivis. Quel est donc ce zèle amer à moins d'1 an des élections? Que veut réellement le chef de l'État qui, selon notre constitution, est le garant de l'unité nationale? Face à ce contexte qui ne présage rien de bon pour 2020, que devons-nous faire? En 2010, nous avons été tous surpris par la guerre, mais aujourd'hui, nous fonçons droit dans le mur avec un dialogue politique inexistant, un dialogue social non constructif, une CEI mal recomposée et déjà contestée, les CNI périmés qui, dit-on, doivent désormais servir de carte d'électeur sans qu'on ne se presse pour définir une période pour leur renouvellement. Cela dit, des organisations sont en lutte pour sa gratuité.
une liste électorale non actualisée sans que là aussi on ne se presse pour entamer le processus. L'idéal serait que cela se fasse dans les meilleurs délais après un retour sécurisé des exilés. Un découpage électoral décrié par l'opposition, un code électoral non actualisé et un conseil constitutionnel non rassurant. Au risque de nous répéter, nous réaffirmons l'incapacité du pouvoir actuel à définir une stratégie de réconciliation réaliste, à créer le dialogue politique et social inclusif sur les questions essentielles, à reconnaître ses erreurs et les réparer courageusement, à assurer la sécurité de tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, à prendre des décisions courageuses telles que la libération de tous les prisonniers politiques, le retour effectif de tous les exilés et le retour du président Laurent Gbagbo sans lequel la réconciliation est impossible. Il faut donc que le pouvoir en place reconnaisse son échec et ait l'humilité d'entrer dans une véritable dynamique constructive pendant qu'il est encore temps. Que devons-nous faire en notre qualité de société civile face à ce tableau qui présage une autre crise post-électorale? Devons-nous, comme des moutons, nous laisser conduire à l'abattoir? Nous, société civile, répondons non. Notre analyse du contexte. Partout dans le monde où il y a eu des conflits, la réconciliation apparaît comme un impératif et des négociations de sortie de conflits et des discussions sur les paramètres de l'après-guerre se font. En appelant à la réconciliation, l'idée première est d'encourager les parties en conflit à aller au-delà d'une simple négociation de la fin des violences. Si on s'en tient à l'étymologie même du mot, il s'agit de chercher à réassembler, à remettre en état ou rétablir des relations qui sont endommagées par un conflit inter- ou intra-étatique violent. Plus précisément, parler de réconciliation est un moyen d'envisager un rapprochement entre les parties en conflit. Ce rapprochement passe par la reconnaissance de l'autre afin que ce dernier ne soit plus considéré comme un ennemi, mais bien comme un partenaire, un semblable. La confiance est souvent présentée comme nécessaire à la réconciliation pour dépasser un passé marqué par les divisions et penser à un futur en commun. Si quelques efforts ont été accomplis en matière de réconciliation dans notre pays, à savoir l'amnistie des 800 prisonniers de la crise post-électorale, le retour d'une partie des exilés et réfugiés, force est de reconnaître que le processus est aujourd'hui crispé et que beaucoup reste à faire. Du côté du pouvoir comme de l'opposition, nous assistons à un véritable dialogue de sourds, tellement les positions sont aujourd'hui tranchées et même radicalisées. Les alliances ont été faites et défaites à 1000 reprises dans le jeu politique ivoirien au gré des intérêts des politiques. Ainsi, 3 principaux acteurs de la politique ivoirienne ont vu leur chemin se rencontrer à un moment ou à un autre. Certaines fois, ils étaient adversaires et d'autres fois alliés. Comme si nous ne vivions pas dans le même pays, le pouvoir estime que les Ivoiriens sont réconciliés et il fait de l'organisation des prochaines échéances électorales sa priorité, alors que la réalité, c'est que les conditions pour des élections apaisées ne sont pas réunies. Pour nous, la paix n'a pas de prix. Aucun sacrifice n'est assez grand pour y accéder. C'est au nom de ce principe que chacun de nous devrait faire des efforts pour préserver l'unité nationale. Le contexte dans lequel nous sommes actuellement est très inquiétant parce que nous ne sommes pas dans un état de droit en raison du net recul démocratique que nous ne cesserons de dénoncer. La liberté d'association, de réunion et d'expression qui fait partie des droits fondamentaux et inaliénables est toujours fortement menacée. Je suis moi-même une des victimes et je continue d'être menacée. Les exemples sont légion et une bonne partie de la population est expropriée de ses moyens de production. Maintenant, il faut être RHDP pour être libre. En matière de réconciliation, puisque c'est de réconciliation que nous parlons aujourd'hui, au-delà de la conception commune qui voit les rapports entre bourreaux et victimes et les rapports communautaires qui sont mauvais, les Ivoiriens sont en crise avec les institutions et ont besoin d'être réconciliés avec elles. En effet, la justice qui est la garante de l'état de droit se laisse instrumentaliser et pratique une justice à vitesse variable. Chaque citoyen devrait se sentir protégé par la justice, mais les Ivoiriens n'ont plus confiance en leur justice. Et les magistrats eux-mêmes ont dû manifester pour demander leur autonomie. Pour ne parler que du cas de viol des enfants, certains coupables tels que M. Caldera qui abuse de ses propres enfants sont toujours en liberté. L'Assemblée nationale, qui est censée représenter le peuple, vote des lois anticonstitutionnelles.
tels que le nouveau code pénal, et d'autres contre les intérêts du peuple, tels que celle sur la CNI. L'Assemblée nationale ne représente donc plus les intérêts du peuple. Les forces de l'ordre, dont le rôle est de protéger le territoire et les citoyens, sont devenues une milice au service du pouvoir. Pire, elles témoignent leur manque de formation républicaine. Comment des prétendues forces spéciales peuvent-elles s'attaquer à la police? Vous voyez donc que, pour ne citer que ces exemples, qu'en plus de la réconciliation entre bourreaux et victimes, il nous faut une réconciliation en profondeur. Et c'est en principe aux autorités de donner l'exemple. Alors qu'en Côte d'Ivoire, elles sont championnes dans les violations constitutionnelles et les passages en force. Au plan social, en plus des conflits communautaires, il existe des multitudes d'abus et d'injustices. Le système éducatif est défaillant et le système sanitaire également. Le chômage est devenu extrême puisque plusieurs secteurs sont sinistrés par des décisions gouvernementales telles que les opérateurs des pompes funèbres et les importateurs de véhicules. Nos propositions pour la réconciliation. Comme l'a dit le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce comportement doit être ressenti à tous les niveaux dans nos actions de tous les jours. Malheureusement, nous sommes dans une impasse. La récente et grave crise que nous avons connue devrait nous interpeller. Malheureusement, personne n'a su tirer les leçons du passé. Si rien n'est fait, nous nous acheminerons droit dans le mur. La situation risque d'être pire qu'en 2011. Nous, en tant que société civile, ne pouvons pas rester indifférents face à ce qui se profile à l'horizon. C'est le temps de tirer la sonnette d'alarme car en réalité, les politiques ont échoué. En réalité, chacun est mu par une ambition personnelle. Nous nous rendons compte que les politiciens sont en réalité irréconciliables, tant que leurs intérêts sont divergents. Ils pensent plus à eux-mêmes qu'au peuple. Il appartient donc au peuple de prendre ses responsabilités pour leur imposer la paix. Les populations civiles sont les plus grandes oubliées alors que ce sont elles qui en payent le lourd tribut. Elles peuvent être la cible de meurtres ou de viols, mais peuvent être aussi des victimes indirectes, des victimes des conflits de façon indirecte, par exemple par la destruction de leur milieu de vie ou par la perte d'un proche. Pour ne plus faire le décompte macabre des morts, nous, populations civiles, devons prendre nos responsabilités. Dans toutes les régions du monde, bâtir la paix, c'est prendre le risque du dialogue, du compromis, de la reconstruction et de la confiance. C'est ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. Étant donné que tous les politiques parlent de réconciliation sans proposer la façon d'y arriver concrètement, la société civile à travers ACI a décidé de prendre ses responsabilités. Nous avons deux propositions. La première consiste à proposer un dialogue inclusif entre toutes les composantes de la société ivoirienne afin de proposer des solutions consensuelles pour des élections apaisées et une paix durable dans notre pays. Cela fait 9 mois que ACI plaide pour ce dialogue en vain. C'est une concertation exigeante et transparente. Nous n'aurons jamais de réconciliation si nous sommes dans l'incapacité de nous parler. Et l'initiative de ce dialogue est de la responsabilité du chef de l'État qui, selon la Constitution, est le garant de l'unité nationale. Avec un peu de bonne volonté du pouvoir en place, on peut faire un minimum avant juin 2020 et aller aux élections. Il est donc important de préciser que nous ne cautionnerons pas de report. Il est donc impératif, dans le cadre de ce dialogue inclusif, de faire venir le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé et tous les exilés, de libérer les prisonniers militaires, de réformer la CEI avec l'opposition et la société civile significative, d'aborder toutes les questions énumérées plus haut et liées à l'environnement électoral, de trouver un minimum de consensus entre tous les acteurs pour aller aux élections. La seconde chose, c'est que nous avons pris l'initiative d'effectuer un voyage d'études au Rwanda pour nous imprégner de leur expérience en matière de réconciliation et voir comment en tirer les leçons pour la Côte d'Ivoire. Et ce que nous avons appris d'essentiel, c'est que la réconciliation devrait être conçue comme un programme de développement. Mais la renonciation à la vengeance et l'éducation civique sont les bases de la réussite de ce programme. Ainsi, ACI se propose, d'ici la fin de l'année 2019, de faire une proposition concrète pour la réconciliation sur cette base. Notre programme à court terme.
en vue de contribuer à la normalisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. À partir du mois de décembre 2019, ACI va mettre en œuvre les activités suivantes, après cette conférence de presse. Le samedi 7 décembre 2019, nous organiserons une journée nationale de repentance qui sera doublée du lancement d'une tournée nationale. À partir du 7 décembre 2019 jusqu'au 26 avril 2020, une tournée nationale va commencer par les grandes communes du district d'Abidjan pour sensibiliser les populations sur les élections et les informer sur leurs responsabilités. À la fin de la tournée, nous ferons une conférence bilan et vous annoncerons la suite du programme. Chers membres de ACI, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, voici ce que la société civile propose pour un minimum de climat apaisé avant les élections. La plus grande responsabilité incombant au pouvoir en place, nous l'exhortons à en prendre toute la mesure et à y faire face, dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire qui n'est pas encore une nation et aussi en leur qualité de fouettistes, au lieu de continuer à accroître les divisions. Nous étions à 3 ans des élections lorsque nous avons commencé à faire des propositions pour la paix. Nous sommes actuellement à 11 mois de ces élections et le tableau ne fait qu'empirer. Citoyens, citoyennes, nous ne devons pas nous laisser conduire à l'abattoir sans réagir. Soyons mobilisés pour participer à toutes les manifestations pacifiques qui seront organisées dans l'intérêt de notre pays. Méditons ensemble cette citation de Jimi Hendrix. Quand le pouvoir de l'amour surpassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si tu veux la paix et la démocratie, bats-toi pour elle et contribue à leur restauration. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci la présidente, merci tout le monde par rapport à la réconciliation. Elle a fait assez de débats diplomatiques avec des ambassades de partout, toutes les institutions internationales et nationales ici en Côte d'Ivoire. L'administration qu'avec les personnes du peuple lui-même, j'ai compris que au Rwanda, il n'y a pas eu de vengeance après la guerre. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire du Rwanda, le président Kagame, actuellement au pouvoir, fait partie du FPR, le Front patriotique rwandais, qui a contribué à contrer le plan de génocide. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont pas organisé de vengeance. Ils ont plutôt fait changer la constitution et dans l'article 33 de leur constitution actuelle, c'est écrit clairement qu'on ne fait plus de discrimination ethnique. En tout cas, tout ce qui est discriminatoire est interdit dans cette société. De sorte qu'aujourd'hui, quand vous allez au Rwanda, ils sont rwandais, point. Cette histoire de Hutu, Tutsi, toi, tout ça, là, ça n'existe plus. Et ils ont réussi à imposer ça. Donc, nous disions qu'au-delà du pardon qu'on organise entre les bourreaux et les victimes, ils ont réussi parallèlement à éduquer les populations au civisme. Et ça, c'est ce qui manque en Côte d'Ivoire ici. L'incivisme en Côte d'Ivoire est aggravé sur tous les plans. Donc, le projet de développement qui a été conçu dans le cadre de la réconciliation a pu se mettre en œuvre avec succès parce que les populations ont été éduquées au civisme. Donc, pour calquer le modèle rwandais ici, il faut rééduquer d'abord les Ivoiriens. Parce que comme je le disais dans mon discours tout à l'heure, les forces de l'ordre même qui devaient incarner les valeurs républicaines là, ne les incarnent plus. À plus forte raison, la population. Au Rwanda, quand vous finissez avec votre bac, vous faites 6 mois de service civique. Chez nous ici, là, on faisait ça avant à l'école, après c'est réapparu, mais on constate dans nos comportements de tous les jours l'incivisme. Donc pour calquer le modèle rwandais, il faut rééduquer les Ivoiriens aux valeurs républicaines, aux valeurs démocratiques, aux valeurs citoyennes et ensuite mettre en œuvre la réconciliation comme un programme de développement. Pourquoi? Parce que la guerre a eu des impacts à plusieurs niveaux. Au niveau économique, au niveau social, au niveau humanitaire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que nous disons
que très bientôt, nous allons proposer quelque chose de concret. Si les autorités veulent bien nous écouter, ça sera tant mieux pour nous. Mais pour nous, je vais en même temps aller à la troisième question. Pour nous, d'ici juin 2020, avec beaucoup de volonté politique, il y a encore des choses qui sont faisables. On peut encore travailler à un minimum pour qu'il y ait un minimum de climat apaisé pour les élections en 2020. Mais pour cela, il faut que le dialogue inclusif soit effectif. Pour que le dialogue inclusif soit effectif, il faut qu'il soit initié par le pouvoir. Aujourd'hui, là, c'est lui seul qui peut convoquer impérativement tous les acteurs à s'asseoir pour venir parler de ce minimum-là. Et donc, pour nous, 11 mois, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand il y a de la volonté politique. C'est beaucoup quand tout le monde est vraiment déterminé à avoir ce minimum. Et je l'ai dit aussi dans notre propos liminaire, nous ne cautionnerons pas de report. La Constitution a dit qu'en octobre 2020, là, on doit faire des élections. Il faut qu'on travaille à ce que ces conditions soient réunies. C'est parce que depuis, on ruse avec ces conditions que nous en sommes à 11 mois sans que rien n'ait été fait. Donc si c'est le report que le pouvoir espère, nous là, on va faire barrage à ça. Ce n'est pas normal. Et c'est dès maintenant qu'on tire la sonnette d'alarme pour que les uns et les autres montrent leur bonne foi si tel est le cas. Donc voilà un peu. Et c'est aussi pour cela que nous avons parlé de cette campagne. Elle n'est pas fortuite. Elle n'est pas fortuite. Il faut qu'on aille dire à toutes les populations, de toutes les communes d'Abidjan, de toutes les régions de Côte d'Ivoire, voilà ce qui se passe réellement. Ne vous laissez pas distraire par les discours politiques parce qu'actuellement, on utilise les moyens de l'État pour faire une pré-campagne. Il ne faut pas se laisser distraire par ces discours-là. C'est nous qui avons souffert, on connaît les réalités. Il faut que nos yeux soient ouverts sur ce qui est essentiel pour nous-mêmes. Et ce qui est essentiel pour nous-mêmes, c'est que chaque Ivoirien soit conscient du fait que les conditions ne sont pas réunies pour des élections. Maintenant, comme on est habitué au passage en force, en cas de passage en force, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça aussi qu'on va aller leur dire. Voilà. Okay. Merci, oui. Les interventions. Oui. Pardon. Serge Badou, le quotidien d'Abidjan. Oui. Merci Madame la Présidente. On vous a écouté dans vos propos liminaires où vous avez dépeint un sombre tableau de la situation sociopolitique Je n'ai même pas tout dit. ivoirienne, caractérisée par l'absence du dialogue entre les acteurs politiques et le pouvoir, mais l'absence du dialogue également entre le pouvoir et la société civile. Et puis vous avez aussi vécu le fait que l'organe en charge d'organiser les élections, parce que nous sommes à moins d'un an maintenant, ne peut pas garantir des élections justes, transparentes et libres. Mais en même temps, vous demandez au pouvoir le dialogue, alors que vous avez relevé tout à l'heure que le pouvoir ne veut pas de dialogue, si bien que l'on force droit à venir. Dans cet état de fait, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ma première question. Une deuxième préoccupation. Il y a 2 jours de cela, si je ne m'abuse, on a appris qu'à Paris, un groupe d'Ivoiriens rassemblés dans un comité qu'on a appelé ITC a fait des propositions pour qu'un encrasement soit évité en 2020 en Côte d'Ivoire. Et ils ont lancé l'idée d'une transition en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Voilà, ce sont mes préoccupations. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y a encore des questions. Excusez-moi, Madame la Présidente, je vais un peu ce matin vous chauffer. C'est M. Eric Aouzi, pas de caméra sur mon visage. Alors, Madame la Présidente, d'abord j'ai une question à vous poser. Dans quel camp vous vous trouvez? Êtes-vous pour la société civile ou êtes-vous pour les politiques? Parce que vous demandez la libération du président Laurent Gbagbo et puis de Légodé. Alors, pendant les 8 ans que le président, le gouvernement en place est là, quel est le constat que vous avez fait? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire n'a pas été suffisamment en paix par rapport aux souffrances endurées par rapport à l'économie? Vous souhaitez qu'au maximum, je pourrais dire, ce que les Blancs et ce gouvernement a appelé les fouteurs de troubles ont déporté à la CPI, ont brigadé, jusqu'à ce qu'au maximum, il y ait, je pourrais dire, un semblant
libération. Mais aujourd'hui, vous souhaitez qu'ils arrivent. Est-ce que la société civile, le gouvernement peut mettre une sécurité autour d'eux pour leur permettre de pouvoir avoir eux-mêmes leur propre sécurité, mais aussi avoir une paix totale, comme on l'avait trouvé sous Houphouët-Boigny? Quelles sont vos propositions que vous pouvez nous faire devant nos caméras? Oui. Donc, la présidente, il y a deux questions. D'accord. La première question est celle de Serge Baldé. Il y a plusieurs questions de deux intervenants. Baldé, là, ça c'est un Guinéen. Moi, c'est Baldé. Ah, Baldé. Autant pour moi. Serge Baldé, du quotidien d'Abidjan, qui demande pourquoi un dialogue avec le pouvoir, alors qu'il y a absence de dialogue, voilà, entre le pouvoir et la société civile, le pouvoir et puis les politiques. Et puis vous demandez un dialogue. Le pouvoir refuse. Le pouvoir refuse, donc pourquoi vous C'est demandez le un constat dialogue? qui est fait. Pourquoi on insiste? Et comment on fait? Comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions? C'est pas compliqué. Moi, je vous remercie pour toutes vos questions et rassurez-vous, vous ne me choquez pas. Au contraire, vous me donnez l'occasion d'aborder des questions qui n'ont pas été abordées. Le pouvoir ne veut pas du dialogue. Ça, c'est évident. Mais il est de notre devoir d'insister pour obtenir ce dialogue. Pour l'instant, nous le faisons par des conférences de presse, par des interviews, par des déclarations. Mais si on arrive à une période cruciale où ce dialogue-là n'est pas effectif, mais on va employer d'autres moyens démocratiques de l'exiger. Parce qu'on ne permettra jamais que ces élections-là s'organisent si les conditions ne sont pas réunies. Alors que ce dialogue-là, c'est la base de la réconciliation. Et pour être plus clair, ce que nos amis guinéens sont en train de faire là, ce sont des hommes comme nous. Le président guinéen n'a même pas encore dit qu'il allait faire un troisième mandat, que déjà l'opposition et la société civile sont dans la rue contre le troisième mandat. Ça veut dire qu'il faut être proactif. Notre tournée finit en avril, fin avril. Si d'ici fin avril, on n'a pas eu le dialogue qu'on exige, on va l'exiger autrement. Maintenant, sa deuxième question, c'est que... Sa deuxième question, c'est la transition. La transition, là. Un groupe s'est réuni à Paris pour demander la transition. Normalement, c'est à eux qu'il fallait poser cette question, mais dans tous les cas, tout le monde sait comment une transition se met en place. Il y a transition quand il y a coup d'État. Il y a transition quand il y a soulèvement populaire. Maintenant, eux, ils parlent d'une transition démocratique. Bon, ça suppose que le pouvoir en place est d'accord, je ne sais pas, c'était à eux d'expliquer ce qu'ils mettent, parce que j'ai lu l'article dans l'Inter, je crois que c'était avant-hier. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent eux-mêmes dans transition démocratique? Bon, comme on n'a pas les détails, ça suppose que le pouvoir en place accepte un gouvernement de transition qui va peut-être réfléchir au cours de cette transition-là à ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, est-ce que c'est avec ou sans le pouvoir en place? Ça, je ne sais pas. Mais pour ce qui nous est donné de voir là, moi, je ne crois pas que volontairement, ce gouvernement-là accepte d'une transition qui permette de repenser la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas à cela. Maintenant, il serait souhaitable, effectivement, ça c'est un avis personnel, il serait souhaitable qu'il y ait une transition. Pourquoi? Parce que nous sommes à 11 mois des élections. Aucune condition importante n'est réunie pour que nous puissions organiser ces élections. On a déjà parlé de la CEI. Il y a eu une mascarade de consultation. À la fin, le gouvernement a imposé sa CEI. Au lieu de faire une réforme, ils ont fait une recomposition sans l'opposition significative. Et ceux qui sont de la société civile là-bas, en tout cas moi, je ne me reconnais pas en eux. Comme on est nombreux dans la société civile, on n'a pas fait d'élection pour savoir quel groupe est le plus représentatif. Mais nous, notre groupe là, on ne se reconnaît pas dans la société civile qui est là-bas. Par ailleurs, le président même de la CEI, on connaît son parcours politique. Donc quelqu'un qui a commencé à être les forces nouvelles, qui était secrétaire général du Conseil constitutionnel, avant d'être nommé président de la CEI, c'est à vous de juger s'il est réellement de la société civile. Ensuite, la liste électorale. Vous-même, vous avez vu comment est-ce que les élections se sont passées en 2015.
il y a eu un fort taux d'abstention. Sur les 6 000 inscrits, 6 millions, oui, merci. Sur les 6 millions inscrits, il y a 3 millions 100 et quelques mille qui ont participé au scrutin. Et aujourd'hui, le RHDP nous dit qu'il a 3 millions, il y a moins de 2 semaines, hein, ils nous disent qu'ils ont 3 750 000 adhérents, sans le PDCI. C'est-à-dire que eux, sans le PDCI, là, ils dépassent tous ceux qui ont voté en 2015. Logiquement, là, vous croyez que ça, là, c'est juste? Donc, il y a un problème avec la CEI. Il y a un problème avec la liste électorale. Et puis, bon, c'est maintenant là qu'on doit commencer à actualiser la liste. Et cette liste-là, normalement, tous les Ivoiriens doivent s'inscrire dessus. C'est pour ça que nous parlons du retour des exilés. Nous parlons du rassemblement de tous les Ivoiriens. Et il n'y a pas que ça, le problème de la CNI. Hein? Le découpage électoral, il y a plein de problèmes. Donc, pour nous, étant donné que les conditions de la transition des élections ne sont pas réunies, étant donné que le dialogue politique n'existe pas, est-ce que véritablement dans ce tableau-là qui est pire que celui de 2010, parce que n'oubliez pas qu'en 2010, là, on est parti à 2 blocs. Hein. Aujourd'hui, là, le RHDP a éclaté. Tous les autres partis là même sont divisés. Et c'est dans un contexte comme ça, sans réconciliation, avec près de 300 000 tonnes d'armes qui circulent dans la nature, on va aller à des élections. C'est pour avoir quel résultat? La CEI même n'a pas de mainmise sur les forces de l'ordre. On a vu comment les élections locales se sont passées. Donc il y a trop de problèmes pour qu'on n'aille pas à la transition. Ça c'est l'idéal pour redéfinir tout en Côte d'Ivoire. Mais quand on veut être légaliste, on dit les élections c'est en 2020. Et c'est dans cette logique que nous nous inscrivons officiellement. Les élections c'est en 2020. Qu'est-ce qu'on fait avant 2020 pour que les élections se tiennent? C'est ça là qui est la vraie réflexion. Parce que quand on demande une transition, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que ce beaucoup de choses là, on peut l'assumer? On ne sait pas. Donc autant voir comment dans ces 11 mois là, on peut travailler à un minimum pour aller aux élections. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de la volonté politique et surtout de la volonté du pouvoir. Maintenant, oui, dans quel camp nous nous trouvons? Nous sommes société civile, nous sommes le peuple, on n'a pas de camp. Normalement, dans la configuration du paysage politique, on devrait avoir le pouvoir, l'opposition et la société civile. Nous sommes apparus dans ce paysage-là parce que nous avons estimé que la société civile existante n'était pas engagée. Ça veut dire quoi? Elle ne se prononçait pas sur les sujets politiques. Alors que ces sujets politiques-là ont un impact sur nous. Ça nous a même envoyé la guerre. Donc nous, notre société civile que nous on fait là, on dit on ne veut plus que les politiques là, ils décident sans nous. Et s'il y a des choses qui ne vont pas dans le domaine politique, qui peuvent avoir un impact négatif sur nous, il est de notre devoir de le dénoncer et de faire des propositions. Si on nous écoute, gloire à Dieu. Si on ne nous écoute pas, le jour où on nous poussera à bout, ce qui doit arriver, va arriver. Mais on n'a pas de camp. Et on ne saurait avoir de camp. Et si vous avez bien écouté ce qu'on a dit tout à l'heure, on a mis la faute sur tous les politiques parce que chacun a sa responsabilité dans ce que nous subissons en tant que société civile. C'est pour cela que nous disons qu'il faille que nous prenions nos responsabilités parce que finalement les politiques ils parlent, ils sont concentrés sur leurs intérêts mais ils ne font rien pour nous proposer des solutions concrètes pour que nous puissions nous en sortir. Donc, nous ne nous trouvons pas dans un camp comme dans un autre. Mais objectivement, la réconciliation, on en parle parce qu'il y a eu des partis en conflit. Comment on peut faire la réconciliation si une partie importante de ces partis en conflit-là n'est pas ici? Vous faites la réconciliation sans Gbagbo. Même si c'était vrai qu'il avait eu 46%, c'est pas petit. 46% contre un bloc qui regroupe plusieurs entités. Lui seul, il a eu 46%. Mais si lui n'est pas là, comment lui, ses partisans-là, vont accepter d'aller à la réconciliation? Donc quand nous, on demande le retour du président Gbagbo, le retour du ministre Charles Blé Goudé et de tous les exilés, c'est dans le souci d'avoir à la table de négociation pour les réconciliations toutes les parties importantes.
Si on fait la réconciliation sans eux, elle ne sera pas complète. Elle ne sera même pas vraie. Donc, c'est pour cela que nous demandons leur retour. Sinon, on n'est pas FPI, on n'est pas de l'opposition, mais c'est objectivement que nous demandons cela au nom de la réconciliation. Bon, si certains, les taxes de fauteurs de troubles, je l'ai dit tout à l'heure dans notre exposé, nous sommes des contemporains de cette crise. Quand on parlait d'incivisme, mais la rébellion, là, c'est le plus grand exemple même d'incivisme en Côte d'Ivoire. Tu estimes que quelqu'un ne dirige pas bien, mais tu te prépares pour aller le battre dans les urnes. C'est pas compliqué. Mais quand tu te lèves et puis tu fais une rébellion, mais si tout le monde veut faire ça, là, on ne va jamais s'en sortir, on sera dans un cercle vicieux. Et il n'y aura plus de démocratie, il n'y aura plus d'alternance normale. Donc, on ne peut pas appeler fauteurs de troubles des gens qu'on est venu agresser. Nous, on était là en 2010, on a vu ce qui s'est passé. On ne va pas entrer dans certains détails parce que ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui puisqu'on parle de réconciliation. Mais, d'une façon générale, ce ne sont pas ceux qui sont en 2010. Donc, aujourd'hui, il s'agit surtout de tirer des leçons de tout ce qui nous est arrivé pour aller à l'essentiel. Et l'essentiel, là, c'est qu'il y ait ce dialogue inclusif où tout le monde, fauteur de troubles ou pas, s'assoit ensemble, tout le monde, oui, s'assoit pour discuter de ce qu'il faut pour avancer. Parce que malheureusement, fauteur de troubles ou pas, chacun a ses partisans dans le peuple. Et il faut que les partisans de chacun se sentent concernés par la réconciliation. Pour que les partisans de chacun se sentent concernés par la réconciliation, mais il faut que tous ces leaders-là se mettent ensemble. Vous imaginez un seul instant qu'on nous présente à la télé le président Ouattara, le président Babo, le président Soro Guillaume, qui d'autre là, le ministre Charles Blé Goudé, le président Henri Konan Bédié, qui se tiennent la main pour dire ok, il s'est passé beaucoup de choses, on va en tirer les leçons et avancer, mais on aimerait que tous les Ivoiriens, au nom de la paix, s'impliquent dans le processus de réconciliation, que vous accueillez favorablement toutes les équipes qui vont vous trouver sur le terrain. Voilà le programme même que nous-mêmes on propose. Vous pensez que la réconciliation, ça ne va pas finir là. Ça va finir. C'est une question de volonté politique. Et la scène que je viens de décrire là, si le pouvoir ne s'implique pas dedans, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Donc quand on accuse le pouvoir, ce n'est pas parce qu'on est contre lui, mais il ne fait pas assez. Et il ne fait pas ce qu'il faut faire. Et le temps joue contre nous. Donc on est obligé d'être cru dans nos propos pour que sa bonne foi puisse être démontrée si elle existe. Maintenant, si malgré tout ce qu'on dit là, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, bon, on prendra nos responsabilités et c'est ce qu'on a commencé à faire. Merci. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Vous avez